Bonjour et bienvenue dans notre playlist d'apprentissage du langage Arduino. Aujourd'hui, nous allons explorer une structure très intéressante et utile en programmation, et cette structure de contrôle est appelée switch. Alors cette structure est un peu comme une télécommande à plusieurs boutons où chaque bouton déclenche une action différente. Imaginez que vous avez une télécommande en main, chaque bouton que vous appuyez déclenche une fonction spécifique, un bouton pour allumer la télévision, un autre pour changer de chaîne, et ainsi de suite. Eh bien, dans le monde de la programmation, avec Arduino, la fonction switch fonctionne de manière similaire. Alors, vous voyez à l'écran comment coder cette structure de contrôle. Et il est essentiel aussi de comprendre le concept de variable en programmation. Alors, pour la variable, imaginons, à titre de métaphore, une variable comme une boîte dans laquelle on range une valeur telle qu'un chiffre compris de 1 à 10. Lorsqu'on consulte cette boîte ou variable, on y trouve le chiffre stocké, et ce chiffre indique une action spécifique à réaliser. Alors cette notion de variable est fondamentale pour utiliser la structure switch, une construction qui évalue en fait la valeur d'une variable. Selon cette valeur, bien le programme détermine la portion de code à exécuter. Avec switch, chaque case représente une valeur potentielle que la variable peut avoir. Par exemple, si la variable contient le chiffre 3, cette fameuse boîte, eh bien le programme exécute le code sous case 3. Vous voyez, là, dans la représentation que vous avez à l'écran, eh bien, il y a case 1, case 2, case 3. Et en haut, on a switch, choix de l'utilisateur. C'est cette fameuse boîte. Eh bien, dans cette boîte, si on trouve 3, c'est-à-dire notre variable, eh bien, il va exécuter directement le programme qui se trouve en dessous de case 3. Et voilà, c'est simplement ça. Alors, on va voir maintenant dans deux codes comment cela fonctionne, et vous aurez l'explication de ces codes à chaque retour de vidéo. Avant de traiter donc le code numéro 1, on va regarder quand même un petit peu le schéma, même si c'est très très simple, ça fait rien, on va quand même le traiter. Alors là, vous avez 4 boutons, alors que dans le code, on n'utilise que 3. Ne tient qu'à vous de modifier le code pour utiliser le 4e bouton. D'ailleurs, ça pourrait être un excellent exercice. Alors, on va regarder comment ça fonctionne. On a le GND donc à connecter sur chacun de nos boutons. Alors, on n'a pas de résistance de tirage. Pourquoi? Parce que dans le code, on verra, on utilise la fonction pull-up. Ensuite, nous avons chacun des boutons à raccorder aux entrées numériques de la carte. Et voilà, le tour est joué, le schéma est terminé. On peut passer donc à l'explication du code. Nous voici donc dans le premier code, et le premier code il est conçu avec 3 boutons qui sont câblés sur la carte Arduino. Chacun des boutons va activer une fonction. Alors, on va voir comment ça fonctionne. Nous avons un bouton, j'appuie dessus, et là, il vient de me dire le moteur a démarré. Alors, vous avez en dessous un menu qui vous dit quelle opération voulez-vous exécuter. Donc, il y a démarrer le moteur, arrêter le moteur, et donc débloquer le frein. Donc là, j'appuie par exemple arrêter le moteur. J'ai aussi l'option donc de débloquer le frein, et ainsi de suite. Donc là, on a bien un menu et 3 boutons. Donc ça ressemble à s'y méprendre, entre guillemets, à une télécommande. Alors on va voir maintenant comment le code fonctionne et comment il utilise cette structure de contrôle switch. Avant de plonger dans les explications de notre code, permettez-moi de partager avec vous quelques détails sur la manière dont ces explications vont se dérouler. Imaginez-vous en train de suivre le fil de notre vidéo. Eh bien, au fur et à mesure que nous progresserons, des textes apparaîtront sur l'écran. Alors, ces inserts sont conçus pour enrichir votre compréhension en vous fournissant des informations complémentaires sur le sujet en cours de discussion. Pour en tirer le meilleur parti, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause, prendre le temps de lire ces précieuses informations, puis reprendre là où vous étiez arrêté. Cette approche est spécialement pensée pour ceux qui sont nouveaux dans ce domaine, leur offrant un moyen accessible de se familiariser avec des concepts qui leur sont peut-être étrangers. Les choses étant dites, nous pouvons attaquer le code. Alors là, ces 3 lignes de code, en fait, c'est la définition des broches pour les boutons. Alors, ce code qui définit ces 3 constantes, qui représentent les broches auxquelles les boutons marche, arrêt et frein sont connectés sur la carte Arduino, eh bien ces constantes sont utilisées pour faciliter la lecture du code et éviter les erreurs. Car utiliser des noms significatifs pour les broches est beaucoup plus intuitif que d'utiliser simplement des numéros de broches dans le reste du code. Ensuite, nous avons ces 3 lignes de code. Et ces lignes de code servent à configurer les broches auxquelles les boutons sont connectés en tant qu'entrée numérique avec une résistance pull-up interne.
Alors après, nous avons notre serial begin 9600 et cette ligne de code est utilisée en fait pour initialiser la communication série entre la carte Arduino et l'ordinateur. Et son utilisation est de permettre à l'Arduino d'envoyer et de recevoir des données vers et depuis l'ordinateur. Ensuite, nous avons afficher menu. Alors cette fonction a pour but d'éviter de répéter les fonctions pour afficher un menu à chaque fois que nous avons besoin de l'afficher. Plutôt que de réécrire à chaque fois, on a un petit bloc qu'on appelle en permanence pour afficher le menu. Mais ça peut être pour autre chose. Alors là, nous avons donc l'initialisation de la variable, et c'est cette fameuse variable où tout à l'heure on vous avait fait donc une métaphore avec une boîte. Choix utilisateur, c'est cette fameuse boîte où on va mettre justement le chiffre qui va correspondre au choix qui va être effectué par l'intermédiaire du bouton. Ensuite, nous avons ces trois lignes qui ont pour but de lire l'état des boutons. Alors, le principe de fonctionnement est relativement simple. Nous utilisons une variable nommée état bouton marche, par exemple, déclarée comme un entier. Cette variable stocke l'état du bouton marche, et lorsque nous lisons l'état du bouton avec digital read, le résultat de cette lecture, si le bouton est pressé ou non d'ailleurs, est enregistré dans la variable état bouton marche. Ainsi, le programme sait si le bouton marche a été pressé et peut réagir en conséquence, comme démarrer le moteur ou débloquer le frein. Et là, nous avons ces lignes de code qui permettent à l'utilisateur de contrôler le système. Donc un pour démarrer, un pour arrêter et un autre pour débloquer le frein. Mais comment le programme Arduino sait-il quel bouton a été pressé? C'est là que ces lignes de code entrent en jeu. Nous utilisons une variable nommée choix utilisateur. Au début, on lui donne la valeur 0, ce qui signifie qu'aucun choix n'a été fait pour le moment. Ensuite, le programme vérifie un par un l'état du bouton, et si le bouton marche a été pressé, par exemple, la variable choix utilisateur devient 1. On arrive maintenant dans le vif du sujet, qui est donc la structure de contrôle switch. Alors, le bloc switch est bien une structure de contrôle utilisée pour exécuter différentes parties de code en fonction de la valeur d'une variable. Dans notre cas, cette variable, c'est choix utilisateur. Rappelez-vous la métaphore avec la boîte. Donc, quand on démarre switch choix utilisateur, cette ligne, en fait, démarre le bloc switch, indiquant que les instructions suivantes vont dépendre de la valeur de choix utilisateur. Et dans notre code, qui a été conçu pour la gestion de moteur via des boutons, nous avons une boucle nommée loop. Alors, cette boucle est essentielle car elle fonctionne continuellement et à l'infini. À chaque redémarrage de cette boucle, un processus est initié et réinitialise la variable choix utilisateur à la valeur 0. Alors cette étape joue un rôle majeur dans le fonctionnement du programme. En remettant en fait choix utilisateur dans son état initial, nous préparons la variable à recevoir et à traiter de nouvelles entrées, en fonction des interactions de l'utilisateur sur les boutons, bien évidemment. Et c'est cette réinitialisation qui permet au système de rester réactif et prêt à répondre de manière appropriée à chaque nouvelle action de l'utilisateur. Maintenant, on va regarder un peu plus en détail si on n'avait pas mis le cas 0. Regardez bien comment c'est construit. En fait, on attend donc ou 1, ou 2, ou 3, mais on ne traite pas 0. Dans le sujet en question, les 3 boutons ne sont traités qu'avec 1, 2, 3. Pas avec 0. 0, c'est la réinitialisation. Mais si on n'avait pas mis cas 0, que se passerait-il? Dans ce scénario, chaque redémarrage de la boucle où aucun bouton n'est pressé conduirait directement à l'exécution du bloc défaut. Oui, puisque on n'aurait pas cas 0, et puisque on a une variable, il faut la traiter, et comme elle n'est pas traitée dans 1, 2, 3, on tomberait dans le bloc défaut. Et ce bloc est conçu en fait pour gérer les cas non prévus, affichant un message, choix non valide sur le moniteur série. Cependant, en l'absence d'action sur les boutons, ce message serait non seulement inapproprié, puisqu'il n'y a pas de défaut, on n'appuie pas sur le bouton, car elle suggérerait une erreur en fait où il n'y en a pas, puisque le système est en attente. En fait, c'est là que cas 0 intervient. En fait, il offre une voie de sortie spécifiquement conçue pour ce scénario bien précis. Lorsque choix utilisateur est à 0, ce qui se produit par défaut à chaque passage dans la boucle, le programme entre dans la case 0 et en ressort immédiatement sans effectuer aucune action. En fait, ça permet au programme de continuer à fonctionner sans heurts, évitant les messages erronés et conservant une attente propre et correcte pour une interaction future avec les boutons. En fait, si vous voulez, en résumé, la case 0 est en fait une sorte de soupape de sécurité
une garantie que le programme ne signalera pas de faux problèmes et ne réagira pas de manière inappropriée lorsqu'elle se trouve simplement dans un état normal d'attente. En fait, il s'assure que le programme reste précis et fiable, reflétant fidèlement donc les intentions de l'utilisateur, c'est-à-dire où je suis en attente, où j'appuie sur les boutons. Mais tout est traité. Voilà. Maintenant, on va passer au deuxième système de code. On va voir la partie visu de fonctionnement et après l'explication de l'autre code qui utilise aussi donc la structure de contrôle switch. Alors, nous voici dans le deuxième code. On avait un premier code qui traitait donc de la structure de contrôle switch par l'intermédiaire d'un monde extérieur, c'est-à-dire par l'intermédiaire des boutons. Et là, nous avons donc un code où cette fois-ci, on attend les validations du clavier par rapport à l'IDE Arduino. Donc, je me mets dans le bandeau et on a exactement le même menu qu'on avait sur le premier code. Il n'y a rien qui a changé. C'est le mode d'acquisition qui est différent. Mais vous verrez que le principe de fonctionnement est le même. Si je fais un, hop, je valide. Il vous spécifie que le moteur est démarré et il vous renvoie le menu, comme l'autre. Et si je fais 3, voilà, il me dit que le frein est débloqué et il me réaffiche le menu. Donc vous voyez que sur le principe, au niveau de la visu, il n'y a rien de changé, c'est la saisie qui est différente. Alors, on va voir dans le code ce qui change au niveau de la saisie, mais vous verrez que la structure est identique, sauf un petit point. On va voir. Nous voici donc dans le code numéro 2. Et si vous regardez bien, vous apercevez que ces premières lignes sont identiques au code numéro 1. On a toujours la déclaration de variable qui prépare le terrain pour stocker le choix de l'utilisateur. Nous avons toujours l'initialisation de la communication série et la fonction afficher menu. Après, c'est là que les choses commencent à changer puisque on a cette portion de code qui est utilisée pour lire le choix de l'utilisateur envoyé via le port série. Elle attend que l'utilisateur envoie un caractère, donc compris entre 1, 2, 3. Et le lit pour le traiter ultérieurement dans le programme. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une acquisition par des boutons qui étaient connectés sur la carte Arduino, on attend là une information via le clavier, via l'IDE Arduino. En dessous, vous avez une instruction qui sert à s'assurer que l'utilisateur appuie sur Entrée et envoie un retour chariot ou une nouvelle ligne depuis son terminal série. Alors ces caractères ne sont pas interprétés comme des entrées valides pour le choix de l'utilisateur. Puisqu'en fait, le choix de l'utilisateur, ça sera 1, 2 ou 3. Ensuite, on a le nettoyage du buffer. Et après avoir lu le caractère représentant le choix de l'utilisateur, cette boucle efface tous les autres caractères du buffer série. Alors cela prépare le buffer pour une nouvelle entrée propre, sans interférence des anciennes données, pour le prochain passage dans la boucle loop. Ce qui évite de réinitialiser notre variable à 0. Donc on n'a pas besoin de traiter donc case 0. Et enfin, cette partie de code là est utilisée pour interpréter le choix de l'utilisateur, donc 1, 2 ou 3, envoyé par le port série. Et une fois le caractère validé en tant que chiffre valide, il est converti en nombre entier et stocké dans la variable choix utilisateur pour une utilisation ultérieure dans la structure de contrôle switch. Et on arrive à notre structure de contrôle, et vous voyez là, on n'a pas cette notion donc de case 0, puisqu'on n'a pas de réinitialisation, puisqu'on le fait en amont. En fait, on enlève tout ce qui pourrait parasiter le système. Et dans ces cas qui correspondent au choix de l'utilisateur, 1, 2 ou 3, et selon la valeur de choix utilisateur, une des fonctions, donc démarrer moteur, arrêt moteur ou débloquer le frein, est appelée. Et si on termine par un mot-clé, qui est break, eh ben, ce mot-clé est utilisé pour terminer le case. C'est-à-dire que, vous avez remarqué, case 1, on a la fonction et break. Bien, s'il n'y avait pas cette fonction break en dessous, eh bien, le programme continuerait à se dérouler. C'est-à-dire qu'on irait lire case 2, arrêter moteur, case 3 et débloquer frein. Alors qu'avec break, si je choisis 1, je passe démarrer moteur, je reviens, j'arrive sur break et je vais en dessous, tout en dessous, c'est-à-dire en dehors de l'accolade, pour redémarrer mon programme. Donc j'ai fait qu'une fonction. D'ailleurs, si je fais par exemple case 3, je vais débloquer mon frein, je vais arriver, break, je vais derrière mon accolade et je redémarre tout au début de boucle loop. Voilà comment fonctionne donc cette structure de contrôle. Voilà, nous arrivons à la fin de notre tutoriel. Eh bien, si ça vous a plu, n'oubliez pas un petit coup de pouce. Si vous voulez suivre de nouveaux cours, eh bien, abonnez-vous. Et moi, je vous dis au revoir et à la prochaine fois.